Le 23 octobre 1997, Céline Moreau, 16 ans, quitte le lycée technique de Beauvais comme tous les vendredis après-midi. Ses camarades la voient monter dans le bus de 16h30, un sourire aux lèvres, son sac Eastpak rouge à l'épaule. Elle ne rentrera jamais chez elle. 10 ans plus tard, quand les enquêteurs pensaient à l'affaire classée dans les mystères non résolus, les appels téléphoniques anonymes vont tout changer. Qui était vraiment Céline Moreau et que s'est-il passé ce vendredi d'automne qui a brisé une famille pour toujours? Avant de continuer, écris dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes mystérieuses. En 1997, Beauvais était une ville industrielle en mutation. Les usines textiles fermaient une à une, laissant derrière elles des familles entières au chômage et des quartiers qui se paupérisaient. La famille Moreau habitait la cité des Rosiers, un ensemble de barres grises construites dans les années 70. Pierre Moreau, 42 ans, travaillait comme magasinier dans une entreprise de pièces détachées automobiles. Sa femme, Martine, 38 ans, enchaînait les contrats d'intérim dans le nettoyage industriel. Ils avaient eu Céline tard dans leur mariage, après des années d'essais infructueux. Cet enfant était leur miracle, leur rayon de soleil dans une existence marquée par la précarité. Céline était une adolescente discrète, studieuse, qui rêvait de devenir infirmière. Elle suivait une formation en BEP sanitaire et social au lycée technique Jules Zury. Ses professeurs la décrivaient comme une élève appliquée, sans histoire, toujours prête à aider ses camarades en difficulté. Elle portait invariablement des jeans et des pulls amples, se maquillait peu, préférait les livres aux sorties en boîte de nuit. Ses parents voyaient en elle l'espoir d'une ascension sociale qu'ils n'avaient jamais pu connaître. La jeune fille avait quelques amis proches, notamment Sandrine Leclerc et Émilie Durand, avec qui elle passait ses après-midi libres. Elle se retrouvait souvent au McDo du centre commercial ou à la médiathèque municipale. Céline entretenait aussi une correspondance avec un cousin éloigné, Julien Moreau, qui vivait à Paris et suivait des études de médecine. Dans ses lettres, qu'on retrouvera plus tard dans sa chambre, elle lui confiait ses doutes d'adolescente, ses projets d'avenir, son envie de partir étudier dans une grande ville. Pourtant, malgré cette apparence de jeune fille sage, Céline cachait un secret. Depuis plusieurs mois, elle entretenait une relation avec Damien Roussel, un garçon de 19 ans qui avait abandonné ses études et travaillait comme livreur pour une pizzeria. Leurs parents respectifs ignoraient cette liaison. Damien avait déjà eu des démêlés avec la police pour des vols de mobylettes et des bagarres. Il incarnait tout ce que Pierre et Martine redoutaient pour leur fille. L'échec scolaire, la petite délinquance, l'absence de perspective d'avenir. Le vendredi 23 octobre 1997 se déroule normalement. Céline assiste à ses cours de français et de biologie. À la pause déjeuner, elle retrouve Sandrine et Émilie à la cafétéria. Elles parlent du film Titanic qu'elles ont prévu d'aller voir le week-end suivant. Céline semble détendue, de bonne humeur. Elle plaisante avec ses amis, participe activement aux cours de sciences médico-sociales de l'après-midi. Sa professeure, Madame Blanchard, se souviendra plus tard qu'elle avait levé la main plusieurs fois pour répondre aux questions. À 16h30, Céline monte dans le bus ligne 12 qui dessert la cité des Rosiers. Le chauffeur, Marcel Fontaine, la reconnaît comme une passagère régulière. Elle s'installe au fond du véhicule, sort un livre de son sac et se met à lire. Plusieurs témoins confirmeront l'avoir vue dans ce bus, parmi eux Madame Dubois, une voisine qui rentre de ses courses, et 2 lycéens de sa classe qui descendent avant elle. Le bus arrive à l'arrêt Résidence des Rosiers, à 16h55. Plusieurs passagers voient Céline descendre. Elle marche d'un pas normal vers les immeubles. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante avec certitude. Sa mère Martine, qui rentrait de son travail vers 18h30, s'inquiète de ne pas la trouver à la maison. Céline avait pour habitude de préparer le goûter de ses parents et de commencer ses devoirs en les attendant. Pierre Moreau rentre à 19h15. Le couple attend encore 1 heure avant de commencer à téléphoner. Ils appellent d'abord Sandrine et Émilie, qui n'ont pas eu de nouvelles depuis la sortie des cours. Ils contactent ensuite quelques autres camarades de classe, puis les parents de Damien Roussel. Personne n'a vu Céline. À 21h30, Pierre Moreau se rend au commissariat de police pour déposer une main courante. L'enquête débute immédiatement. Le commissaire Alain Moreau, qui n'a aucun lien de parenté avec la famille, prend l'affaire très au sérieux. Il connaît les statistiques. Dans 90% des cas,
Un mineur qui disparaît réapparaît dans les 48 heures. Mais quelque chose dans l'attitude des parents, leur angoisse palpable, leur certitude que leur fille n'est pas partie de son plein gré, le convainc de ne pas attendre. Dès le samedi matin, les recherches s'organisent. Les gendarmes fouillent les environs de la cité, les terrains vagues, les sous-bois qui bordent la ville. Des maîtres chiens parcourent le trajet entre l'arrêt de bus et le domicile familial. Les plongeurs inspectent l'étang municipal et les bassins de décantation de l'ancienne usine textile. Rien. Céline semble avoir disparu dans les airs, entre l'arrêt de bus et son immeuble. Un trajet de 300 mètres qu'elle effectuait chaque jour depuis 3 ans. Les enquêteurs interrogent méthodiquement tous les habitants de la résidence. Plusieurs témoins affirment avoir vu Céline descendre du bus et se diriger vers les bâtiments. Mais personne ne l'a vue monter les escaliers menant au 3e étage où vivait sa famille. Les boîtes aux lettres sont situées au rez-de-chaussée. Céline n'a pas pris le courrier alors qu'elle le faisait systématiquement. Damien Roussel devient rapidement le suspect numéro 1. Il a un alibi fragile. Il affirme avoir livré des pizzas toute la soirée, mais les bons de livraison sont incomplets et certains horaires ne correspondent pas. De plus, il se montre nerveux lors des interrogatoires, change plusieurs fois de version sur l'emploi du temps de son après-midi. Il finit par avouer qu'il avait rendez-vous avec Céline ce vendredi-là, mais qu'elle ne s'est pas présentée au lieu de rencontre habituel, un petit parc derrière la médiathèque. Cette révélation bouleverse les parents de Céline. Ils découvrent que leur fille menait une double vie, qu'elle leur mentait depuis des mois. Pierre Moreau s'effondre. Il se reproche de ne pas avoir été assez vigilant, de ne pas avoir su créer un climat de confiance qui aurait permis à sa fille de lui parler de cette relation. Martine sombre dans une dépression dont elle ne se remettra jamais complètement. L'enquête piétine. Damien Roussel est placé en garde à vue à 2 reprises, mais aucune preuve matérielle ne permet de l'inculper. Ses parents jurent qu'il était rentré à l'heure habituelle ce vendredi soir. Ses collègues de la pizzeria confirment qu'il a effectué ses livraisons normalement. Les analyses techniques de sa mobilette ne révèlent aucun indice. Pas de fibres textiles, pas de cheveux, pas de traces de sang. Les enquêteurs explorent d'autres pistes. Ils s'intéressent à Bernard Petit, un homme de 50 ans, qui habite dans la résidence et qui a été condamné 10 ans plus tôt pour exhibition sexuelle devant un collège. Mais Bernard Petit était en arrêt maladie ce jour-là, et plusieurs voisins l'ont vu chez lui toute la journée. Les policiers vérifient aussi les antécédents de tous les hommes habitant dans un rayon de 2 km. Ils interrogent les chauffeurs de bus, les livreurs, les employés des commerces du quartier. Toutes ces pistes s'avèrent infructueuses. Au bout de 6 mois, l'affaire commence à s'enliser. Les médias locaux ont relayé l'information, la photo de Céline a été diffusée dans toute la région, des avis de recherche placardés sur tous les panneaux d'affichage. Plusieurs témoignages affluent. On aurait vu une jeune fille ressemblant à Céline dans une gare de Creil, dans un centre commercial d'Amiens, à la sortie d'un lycée de Compiègne. Tous ces témoignages sont vérifiés, mais aucun ne correspond à la réalité. Pierre Moreau ne supporte plus l'inaction. Il prend un congé sans solde et consacre tout son temps à rechercher sa fille. Il sillonne la région, colle des affiches, interroge les passants. Il contacte des médiums, des voyants, des radiesthésistes. Sa femme Martine le supplie d'arrêter, de reprendre une vie normale, mais il refuse. Il a perdu 15 kilos, ne dort plus que quelques heures par nuit, s'abrutit dans cette quête obsessionnelle qui devient sa seule raison de vivre. Le couple se délite. Martine reprend son travail pour subvenir aux besoins du ménage. Elle évite désormais de parler de Céline, range ses photos dans un tiroir, transforme sa chambre en bureau. Cette attitude pragmatique exaspère Pierre qui l'accuse de trahir la mémoire de leur fille. Ils se disputent quotidiennement, se reprochent mutuellement de ne pas avoir su protéger Céline. En 1999, Martine demande le divorce. Les années passent. L'affaire Moreau devient l'un de ces dossiers classés qui encombrent les placards du commissariat. Le commissaire Alain Moreau part à la retraite en 2003, remplacé par sa collègue Catherine Duval. Pierre Moreau continue ses recherches solitaires, mais de plus en plus espacées. Il vieillit prématurément, développe des problèmes cardiaques liés au stress. Ses anciens collègues de travail le croisent parfois au marché du samedi. Il a l'air absent, parle tout seul, semble complètement déconnecté de la réalité. Damien Roussel, lui, a refait sa vie. Il a épousé en 2001 une jeune femme rencontrée dans un bar de Beauvais, s'est installé dans une ville voisine, travaille maintenant comme cariste dans un entrepôt. Il a eu 2 enfants.
mais l'ombre de Céline continue de planer sur son existence. Lors des réunions de famille, quand la conversation dérive sur les faits divers, il devient nerveux, change de sujet. Sa femme ignore tout de cette période de sa vie. En 2007, 10 ans jour pour jour après la disparition, quelque chose d'inattendu se produit. Catherine Duval reçoit un appel anonyme sur sa ligne directe. Une voix masculine, déformée électroniquement, lui donne une information précise. Cherchez du côté de l'ancienne carrière de Saint-Paul, près du grand chêne fendu par la foudre. Puis la communication se coupe. La commissaire hésite. Elle a déjà reçu des dizaines d'appels de ce type au cours de sa carrière, la plupart émanant de plaisantins ou de déséquilibrés. Mais quelque chose dans le ton de ce correspondant mystérieux l'intrigue. Il ne s'agit pas d'un canular d'adolescent ni du délire d'un malade mental. La voix, malgré la déformation électronique, trahit une émotion réelle, comme un remords longtemps refoulé. Catherine Duval se renseigne sur cette carrière de Saint-Paul. Il s'agit d'une ancienne extraction de calcaire abandonnée depuis les années 80, située à une vingtaine de kilomètres de Beauvais. Le site est connu des promeneurs du dimanche, mais reste assez isolé. Effectivement, un chêne centenaire foudroyé lors d'un orage en 1995 se dresse à l'entrée du chemin qui mène aux excavations. Le lundi 26 octobre, une équipe de gendarmerie se rend sur les lieux. Les recherches sont minutieuses. Chiens, détecteurs de métaux, sondes. Au bout de 3 heures, l'un des maîtres chiens marque un arrêt près d'un bosquet de ronces, à une cinquantaine de mètres du chêne foudroyé. Les gendarmes dégagent la végétation et découvrent un amas de pierres qui semble avoir été disposé intentionnellement. Sous les pierres, à 1 mètre de profondeur, ils exhument un sac plastique étanche contenant des vêtements. Un jean délavé taille 36, un pull rouge en laine, des sous-vêtements de marque Dim, une paire de baskets Nike, pointure 37. Tous ces éléments correspondent exactement à la description que les parents avaient donnée de la tenue portée par Céline le jour de sa disparition. L'analyse ADN confirme l'espoir et la crainte. Ces vêtements ont bien appartenu à Céline Moreau. Mais ce qui bouleverse le plus les enquêteurs, c'est l'état de conservation des tissus. Ils sont intacts, soigneusement pliés, comme si quelqu'un avait pris soin de les préserver. Cette attention maniaque trahit une personnalité particulière, obsessionnelle, qui a voulu conserver des souvenirs de son crime. Pierre Moreau, prévenu par Catherine Duval, se rend sur les lieux. Il s'effondre en reconnaissant les affaires de sa fille. 10 ans d'attente, d'espoir fou que Céline soit encore vivante quelque part, s'effondrent en un instant. Sa fille est morte, il en a maintenant la certitude. Mais cette révélation lui apporte aussi un soulagement étrange. Enfin, il sait. L'incertitude qui le rongeait depuis une décennie laisse place à une douleur pure, terrible, mais identifiable. Les recherches reprennent dans la carrière avec des moyens considérables. Géoradar, pelleteuse, équipe de plongeurs pour fouiller les parties inondées. Au bout de 5 jours, dans un puits naturel à moitié comblé par des éboulis, les secours découvrent des ossements humains. L'expertise médico-légale ne laisse aucun doute. Il s'agit bien des restes de Céline Moreau. L'examen du squelette révèle une fracture du crâne, probablement causée par un objet contondant. Cette découverte relance l'enquête. Catherine Duval reprend tous les dossiers, réinterroge tous les témoins, remet en cause toutes les certitudes acquises 10 ans plus tôt. Qui connaissait l'existence de cette carrière? Qui avait accès à une voiture pour transporter le corps? Qui possédait les clés de l'énigme au point de pouvoir orienter les recherches avec une précision chirurgicale? Parmi les habitants de Beauvais interrogés en 1997, figure le nom d'Antoine Lemaire, 45 ans, employé communal chargé de l'entretien des espaces verts. Cet homme discret, célibataire, vivait seul dans un pavillon à la sortie de la ville. Les enquêteurs l'avaient rapidement écarté de leurs soupçons. Il ne connaissait pas Céline, n'avait aucun lien avec sa famille, présentait un profil de citoyen ordinaire sans histoire. Mais en reprenant son dossier, Catherine Duval découvre un détail troublant. Antoine Lemaire était passionné de géologie et de spéléologie. Il connaissait parfaitement toutes les carrières de la région, y compris celle de Saint-Paul, où il se rendait régulièrement pour herboriser le dimanche. De plus, dans le cadre de son travail municipal, il disposait d'une camionnette et avait accès à des outils de jardinage qui pouvaient servir à creuser une sépulture. Contacté par la police, Antoine Lemaire accepte de nouveau un interrogatoire. Il se montre coopératif, répond à toutes les questions, autorise même une perquisition de son domicile.
Mais son comportement trahit une nervosité croissante. Il bégaie, transpire, évite le regard des enquêteurs. Dans son pavillon, les policiers trouvent une collection impressionnante de minéraux, des cartes géologiques de la région et surtout, dans un tiroir fermé à clé, plusieurs coupures de journaux relatant la disparition de Céline Moreau. Confronté à cette découverte, Antoine Lemaire craque. Il avoue avoir suivi l'affaire depuis le début, être obsédé par cette jeune fille qu'il n'a pourtant jamais connue. Mais il nie formellement l'avoir tuée. Il prétend avoir conservé ses articles par simple curiosité morbide, affirme que beaucoup de gens collectionnent ce type de documents sur les faits divers locaux. Catherine Duval ne le croit pas. Elle fait analyser la ligne téléphonique d'Antoine Lemaire et découvre qu'un appel a bien été passé depuis son domicile vers le commissariat le 23 octobre 2007. Confronté à cette preuve technique, l'homme s'effondre complètement. Il avoue avoir passé cet appel anonyme mais refuse toujours d'admettre le meurtre. « J'ai appelé parce que je ne supportais plus de savoir et de me taire », déclare-t-il entre deux sanglots, « mais je ne l'ai pas tué. Je vous le jure sur la tête de ma mère décédée. Je ne l'ai pas tué. » Les enquêteurs comprennent qu'ils touchent au but, mais qu'Antoine Lemaire ne livrera pas facilement son secret. Ils décident de le placer en garde à vue et d'approfondir les recherches dans son entourage. C'est alors qu'ils découvrent un élément décisif. En 1997, Antoine Lemaire entretenait une relation épisodique avec une femme mariée, Sylvie Dubois. Cette même Sylvie Dubois qui avait témoigné avoir vu Céline descendre du bus le soir de la disparition. Interrogée de nouveau, Sylvie Dubois, maintenant divorcée et remariée, finit par avouer la vérité. Le 23 octobre 1997, elle avait effectivement rendez-vous avec Antoine Lemaire dans son pavillon. Mais ce jour-là, en se rendant chez lui, elle avait eu un accident. Distraite par un appel téléphonique, elle avait renversé une adolescente qui traversait la rue près de la résidence des Rosiers. Paniquée, elle était repartie sans s'arrêter. « J'ai vu dans mon rétroviseur qu'elle ne bougeait plus », raconte Sylvie Dubois. « J'aurais dû m'arrêter, appeler les secours, mais j'ai eu peur. Peur pour mon mariage, peur des conséquences. J'ai continué jusque chez Antoine et je lui ai tout raconté. » Antoine Lemaire, lui, avait alors pris une décision qui allait pourrir sa vie pendant 10 ans. Au lieu de convaincre Sylvie d'aller se dénoncer, il avait choisi de l'aider à dissimuler l'accident. Ils étaient retournés sur les lieux dans la camionnette municipale. Céline était effectivement morte, le crâne fracturé par la violence du choc. Ils avaient chargé le corps, récupéré le sac qui avait été projeté dans un buisson, puis s'étaient rendus à la carrière de Saint-Paul. « On pensait que personne ne nous chercherait là-bas », explique Antoine. « On a creusé toute la nuit. Sylvie pleurait sans arrêt, répétait qu'elle n'avait pas fait exprès. Moi, je ne savais plus quoi penser. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. » Mais pourquoi avoir conservé les vêtements? Antoine Lemaire peine à expliquer ce geste. Je ne sais pas, peut-être pour ne pas oublier, ou par respect pour elle. Cette gamine, elle n'avait rien demandé. Elle rentrait juste chez elle après les cours. L'affaire Céline Moreau se termine finalement devant la cour d'assises de l'Oise en juin 2008. Sylvie Dubois est condamnée à 8 ans de prison pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Antoine Lemaire écope de 5 ans pour complicité et recel de cadavres. Les deux accusés expriment des regrets sincères devant la famille de la victime. Pierre Moreau assiste à tout le procès, seul dans la salle d'audience. Martine, remariée et installée dans le sud de la France, n'est pas venue. Elle a refait sa vie, a eu un autre enfant, ne veut plus entendre parler de cette période. Pierre, lui, a écouté tous les témoignages, tous les détails sordides, comme s'il avait besoin de connaître chaque seconde des derniers instants de sa fille. À la sortie du tribunal, il déclare aux journalistes « Maintenant, je sais. Céline n'a pas souffert, elle pensait certainement à son week-end, à ses projets. Elle ne méritait pas ça, mais au moins, elle n'a pas eu peur. C'est déjà quelque chose. » Céline Moreau repose aujourd'hui dans le petit cimetière de Beauvais. Sur sa tombe, ses parents ont fait graver « Notre rayon de soleil, parti trop tôt ». Pierre vient la voir chaque dimanche, lui apporte des fleurs, lui raconte sa semaine. Il a trouvé une forme de paix dans ce rituel régulier, dans cette possibilité enfin offerte de faire son deuil. Cette histoire nous rappelle à quel point les secrets peuvent empoisonner des vies entières. 10 ans de mensonges, 10 ans de culpabilité pour Sylvie Dubois et Antoine Lemaire, 10 ans d'errance et de douleur pour Pierre Moreau. Un simple accident de la route, suivi d'un moment de panique, avait détruit 4 existences.
Si Sylvie Dubois avait eu le courage de s'arrêter ce jour-là, d'appeler les secours, de prendre ses responsabilités, rien de tout cela ne serait arrivé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de quelle ville vous suivez nos enquêtes, à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a touché. Car derrière chaque fait divers, il y a des familles qui souffrent, des destins brisés qu'il ne faut jamais oublier.